Bonsoir à tous, soyez les bienvenus sur Monaco Info pour votre JT. Voici les titres de ce mardi 17 octobre. Le sport, une réponse pour la paix, c'est le thème du Forum international Peace and Sport qui débute ce mercredi en Arabie Saoudite. Il rassemble l'ensemble des acteurs de la paix par le sport. Nous rejoindrons sur place Yannick de Bever. Dans ce contexte géopolitique tendu, les conséquences sur l'économie mondiale sont nombreuses. Comment se préparer à une deuxième guerre froide? C'est la question que posait Ludovic Subran lors d'une conférence du Monaco Economic Board. Le chef économiste du groupe Allianz y répondra également sur notre antenne. Nous reviendrons aussi sur cette escape game sur l'égalité dans le monde du travail, une manière de sensibiliser aux discriminations dans le monde professionnel, et ce de manière ludique. Il est le père de la cuisine moderne. Auguste Escoffier est une véritable légende dans le monde de la gastronomie. Son histoire est intimement liée à Monaco. Son arrière-petit-fils Michel Escoffier sera notre invité en fin de JT. Il peut être un enjeu géopolitique et diplomatique. Le sport est une force pour la paix, une valeur que Peace and Sport s'efforce de développer depuis une quinzaine d'années. Pour partager ses expériences, l'organisation monégasque ouvre à partir de ce samedi son forum international en Arabie Saoudite. Bonsoir Yannick de Bever, vous êtes à Riyad pour Monaco Info. Bonsoir Émilie, bonsoir à toutes et à tous. Le forum international Peace and Sport est un événement bien connu des Monégasques, mais cette fois, il est délocalisé. Nous sommes à Riyad, dans la capitale de l'Arabie Saoudite, pour l'événement que l'on va appeler le Middle East Forum. C'est un événement international global qui rentre dans la politique de l'Arabie Saoudite de sortir de l'économie dépendante entièrement du pétrole. L'objectif est de mettre le sport au cœur de la politique, au cœur de l'éducation des Saoudiens, puisqu'il faut savoir qu'ici, 67% de la population locale ont moins de 35 ans. Il s'agit donc, à travers les règles, les valeurs du sport, d'ouvrir le royaume d'Arabie Saoudite à l'international et d'attirer le plus d'événements sportifs. Ce Peace and Sport Middle East Forum en fait partie, tout comme bon nombre d'autres organisations. Il y aura par exemple le 28 octobre prochain le combat entre Francis Ngannou et Tyson Fury, pour ne citer que ça. Il y a une candidature pour les Jeux Olympiques, il y a une candidature pour la Coupe du Monde de foot. Tout ça rentre dans la vision 2030 de l'Arabie Saoudite. Pour ce forum, bon nombre de personnalités seront présentes pour soutenir la paix par le sport, à commencer par son Altesse Sérénissime. Le prince Albert II fait le déplacement depuis l'Inde jusqu'ici pour soutenir cette cause. Il y aura également Didier Drogba, vice-président de Peace and Sport, Sadio Mané, vainqueur l'an passé du trophée Socrates, remis à l'occasion de la cérémonie du Ballon d'Or. Il y aura le prix Nobel de la paix 2014 également. Bref, du beau monde, tout ça orchestré par Anne-Laure Bonnet, maîtresse de cérémonie. Ce Middle East Forum promet beaucoup au niveau de la paix à l'international, et ça se passe ici à Riyad, en Arabie Saoudite. Et vous l'avez dit Yannick, le prince Albert II prendra part à ce forum international de Peace and Sport en Arabie Saoudite. Il était auparavant en Inde où il a participé à la 141e session du Comité international olympique. Plusieurs sujets ont été abordés comme les Jeux olympiques de Paris 2024 ou de Los Angeles 2028. Lors de la deuxième journée de session, le prince souverain a été réélu à l'unanimité membre du CIO. Son entrée remonte à 1985 et il reste très engagé. Il préside notamment la commission durabilité et héritage du CIO. Il est temps à présent d'accueillir notre premier invité. Ludovic Subran est chef économiste du groupe Allianz. Il animait lundi une conférence du Monaco Economic Board qui posait cette question: comment se préparer à une deuxième guerre froide? Bonsoir Ludovic Subran. Bonsoir Émilie. Pour recontextualiser, la guerre froide, c'est une longue période de forte tension entre les États-Unis et la Russie. Qu'est-ce qui vous amène à parler d'une possible deuxième guerre froide aujourd'hui ? Je crois que depuis l'élection de Donald Trump en 2017 et le triplement des barrières tarifaires entre les États-Unis et la Chine, on sait qu'on s'attend à une forme de tension. Et entre-temps, il y a eu Covid et il y a eu la guerre en Ukraine, deux formes de guerre chaude. Et depuis, en fait, on voit un retour de l'interventionnisme, du protectionnisme et du légalisme. Et donc, moi, j'appelle ça une deuxième guerre froide parce que ça ressemble vraiment à cette période d'antagonisme géopolitique qui pèse sur les marchés et sur les décisions de politique publique. Et qu'est-ce que cela représenterait pour l'économie mondiale ?
Ça représente certainement un peu moins de croissance, un peu plus d'inflation, un peu plus de vigilance aussi pour les entreprises globales pour fonctionner dans un monde où il y a un circuit chaud et un circuit froid en fait, où il faut déconsolider, dérisquer, découpler entre sa chaîne de valeur ou sa chaîne d'approvisionnement, voire sa chaîne financière américaine et sa chaîne plutôt chinoise, voire asiatique, parce qu'en fait derrière il y a les allégeances que chacune de ces superpuissances appelle. On connaît les pays qui déjà ont énormément d'intérêt à travailler davantage avec la Chine qu'avec les États-Unis. Et donc, c'est repenser sa gestion du risque politique et du risque réglementaire dans la croissance de son entreprise. Oui, parce qu'elle pourrait être beaucoup plus coûteuse, c'est ça ? Je crois qu'en fait, elle est coûteuse dans le sens où l'État pense qu'il peut mieux faire que le secteur privé. D'ailleurs, cette guerre froide, elle n'est pas qu'entre les États-Unis et la Chine, elle est aussi contre le climat, contre le changement climatique. Interventionnisme, mesures qui ne ressemblent pas à des mesures de marché. Donc, pour moi, ce qui m'inquiète surtout, c'est le fait que l'État est hyper présent dans ses décisions. Ça fait des situations où les entreprises sont très surprises par le fait du prince, les risques d'expropriation, de confiscation, les risques de normes qui explosent. Et donc, ça veut dire se préparer un peu différemment. C'est vrai, peut-être quand on décide un investissement ou quand on décide une activité de fusion-acquisition, la penser un peu différemment parce qu'elle pourrait être plus coûteuse par la friction, mais aussi plus coûteuse parce que du jour au lendemain, vous pourriez être pris au piège de ces tensions géopolitiques alors que vous faisiez juste des affaires dans telle ou telle géographie. D'autant plus que l'année 2024 s'annonce aussi comme une année fortement politique, marquée par de nombreuses élections, dont les élections américaines. Ah oui, 2024, c'est l'année ultra longue. 75% du PIB mondial est amené à voter. On pense bien sûr aux élections américaines en novembre, on pense aux élections européennes en mai. Taïwan, l'Indonésie, la Pologne vient de voter, l'Équateur vient de voter. On a l'Inde, les élections parlementaires en Inde. Donc ça va être une année assez compliquée et surtout à suivre pour, d'un côté, l'attentisme qu'elle peut créer auprès des agents économiques qui se disent je vais attendre de voir si Trump est réélu ou ce qui se passe en Indonésie pour décider des mesures fiscales ou des mesures d'accompagnement que ces pays vont mettre dans mon secteur, dans mon entreprise, et puis de l'autre, des surprises. Et donc, on sait que les marchés n'aiment pas trop les surprises, notamment quand on a déjà des taux très élevés et un besoin pour les États de baisser petit à petit leur empreinte budgétaire pour être un petit peu plus solvable. Ludovic Subrin, est-ce qu'on peut dire qu'en ce moment, on est en pleine permacrise, c'est-à-dire une crise devenue permanente ? Moi, j'aime pas trop ce vocabulaire parce que ça fait vendre. Il y a plein d'auteurs qui écrivent là-dessus. Je trouve qu'on a toujours des risques à l'horizon. Moi, ce qui m'intéresse, c'est comment on reprend le contrôle sur une partie de ces crises, comment on s'y prépare. Moi, je pense pas que c'est une permacrise, mais c'est vrai que les nouvelles sont plutôt assez mauvaises et tirent un peu sur la corde, sur la résilience des acteurs économiques. La vraie question, c'est plutôt comment on s'y prépare, comment on réduit le risque, comment on réduit un risque importé parfois en diversifiant ou en tentant d'autres points de croissance. Donc, j'aime pas trop le vocabulaire de permacrise, mais ce qui est sûr, c'est que l'intensité et la fréquence des chocs semblent toutes les deux en augmentation. On le voit notamment face au changement climatique qui dérègle pas mal de chaînes de valeur, le canal du Panama qui a été bloqué, etc. Cette question, vous l'avez posée, comment on s'y prépare alors ? Je crois qu'il faut vraiment déjà bien se connaître, donc bien scanner ses risques, que ce soit ses risques d'investissement quand on est une famille, que ce soit ses risques d'approvisionnement quand on est une entreprise, ses risques de financement quand on est un État. Et ensuite, on décide en fait la tolérance qu'on a au risque et on décide ou pas d'avoir des mécanismes alternatifs pour baisser cette exposition, mettre en place des mesures alternatives pour baisser l'encours ou le risque qu'on a pris et pouvoir le diversifier pour éviter quand les choses passent dans une situation un peu plus critique d'être un petit peu avec tous ses œufs dans le même panier. Se réinventer, c'est aussi une solution ? Toujours, se réinventer, toujours. Non, c'est l'innovation qui nous sortira de là. Si je pense à la guerre froide contre le changement climatique, en fait, on peut parler de rationnement, d'étatisme, de nucléaire, de centralisation. On peut avoir toutes ces nouvelles qui, en fait, donnent pas trop envie de faire du changement climatique une lutte permanente. Ou on peut aussi se dire qu'en fait, on n'a pas encore inventé totalement des solutions qui seront forcément décarbonées, qui seront toujours porteuses de croissance, de lutte contre la pauvreté et les inégalités et qui certainement amèneront des nouvelles solutions entrepreneuriales. Moi, je suis plutôt dans le camp des optimistes et de ceux qui pensent qu'il y a toute une partie à inventer ou à réinventer pour les solutions contre ces situations de tension-là. Et ça s'applique aussi aux tensions géopolitiques, ça s'applique aussi aux tensions sur le marché du travail, à toutes ces tensions, c'est vrai, qui s'accumulent aujourd'hui dans une situation économique un peu plus chahutée. Je veux dire que il y a 3 ou 4 ans avant qu'on ait ces 3 méga-crises qui nous ont quand même changé dans nos perceptions du risque, mais aussi dans notre appétit au risque.
Eh bien, merci beaucoup Ludovic Subran d'avoir répondu à nos questions et de nous avoir éclairés dans ce domaine. Merci Émilie Rousseau. Le 15 septembre dernier, le gouvernement princier annonçait la suspension des négociations concernant l'accord d'association entre Monaco et l'Union européenne. Ce mardi matin, le Conseil national organisait une conférence de presse pour présenter les conclusions d'une étude menée sur les conséquences juridiques et économiques d'un éventuel accord avec l'UE. Je vous propose d'écouter Régis Bergonzi, président de la commission en charge du suivi de la négociation avec l'UE au Conseil national. Certaines choses étaient déjà anticipables et nous le sentions arriver, c'est-à-dire qu'il y avait une casse sociale liée notamment avec la perte de la priorité nationale qui était quelque chose qui aurait fait beaucoup de mal non seulement à la communauté nationale mais également à l'ensemble des acteurs économiques de la place pour la très écrasante majorité. Acteurs économiques d'ailleurs. On a d'ailleurs reçu ici au Conseil national et deuxièmement, il y avait cette question fondamentale et qui est le moteur atomique dans le cœur de la plupart des élus, moi notamment à titre personnel, c'est les débouchés professionnels des générations futures. Et sans priorité nationale, on a pu, notamment le cabinet PwC, le volet économique de cette étude, a démontré que plus de la moitié des débouchés professionnels existants aujourd'hui auraient été supprimés par la signature de cet accord. Il y a eu une erreur qui a été commise en 2015, ça a été de penser qu'un seul accord allait solutionner toutes les difficultés possibles, toutes les questions juridiques dans tous les sens à 360 degrés. Ça, cette idée et cette erreur, nous l'espérons, ne sera plus jamais commise et on va pouvoir se concentrer uniquement sur des accords sectoriels qui nous intéresseront, comme par exemple en matière d'industrie, comme par exemple en matière de RGPD. On n'est pas en opposition avec l'Union européenne, on fait tendre notre législation vers celle du continent qui nous entoure. Aucune difficulté de ce point de vue. Maintenant, à notre rythme et pas un jour et nuit, un grand bouleversement, tout serait par terre. Non, il n'en est pas question. Ouvrons une page sport à présent avec la 3e journée d'Euroleague qui débute ce soir. La Roca Team joue elle mercredi à Belgrade sur le parquet de l'Étoile Rouge. Objectif, montrer un tout autre visage après la défaite face à Bologne vendredi dernier. Réaction au micro de Frédéric Elion. We still, searching a certain chemistry connection between the players, and it's visible that some things are not working perfect, especially in our offense, we have to do small things much better, to play any EuroLeague opponent, here in this moment I don't see too much of opponents, it's more about our reaction. Il faudrait qu'on arrive à enchaîner et puis à, comme je dis, lancer un peu la machine et redevenir un peu le rouleau compresseur monégasque. C'est un peu ça. C'est bête à dire, mais mentalement, rien que ça, être à 1-2 plutôt qu'à 0-3, ça change beaucoup de choses. Ça, c'est sûr. Non, ça c'est clair. Ça change tout. Ça change tout. Donc voilà, comme je dis, je pense que l'équipe a besoin de confiance. Et c'est aussi comme ça qu'on va aller la chercher en engrangeant des victoires, mais surtout aussi avec la manière, sentir que les choses se passent sur le terrain et qu'on arrive à d'un côté très bien défendre et puis avoir des ballons de relance pour jouer vite. Je pense que c'est un peu l'ADN de Monaco. Donc voilà, il faut retrouver ça. We can't put too much pressure on ourselves because it's the third game of the season. But for sure, we would like to get our first win under the belt. Last year it didn't take this long. The year before it didn't take as long. So we just gotta come in with the right mindset. They will travel. Here decision. Will be made in game day. Étoile Rouge de Belgrade-Monaco, c'est donc ce mardi à 20h. Tous les soutiens sont bons quand on prépare des Jeux Olympiques, qui plus est quand ils se déroulent à domicile. L'athlète Théo Andan s'entraîne activement pour atteindre ses objectifs. Pour l'épauler, le vice-champion du monde du relais 4x400 avec l'équipe de France pourra notamment compter sur la Société des Bains de Mer. Une convention de partenariat a été signée dernièrement en présence du prince Albert II. Prenons la direction des Greens de Mougins dans les Alpes-Maritimes. Les lieux ont accueilli un tournoi de golf caritatif organisé par la banque Haviland Monaco. Fabien Bonilla et Thomas Deus reviennent sur cet événement donné au profit notamment du Monaco Collectif Humanitaire. Le Royal Mougins Golf Club a servi d'écrin pour une compétition, la 4e édition du Haviland Golf Club, mais la première avec un but caritatif. 45 personnes réparties dans 15 équipes ont participé à cette compétition sur le 18 trous de ce golf emblématique de la région.
Après la compétition et le déjeuner, une vente aux enchères a été organisée au profit du Monaco Collectif Humanitaire et de la French Connection Football. On estimait que d'organiser un événement comme celui-ci avec autant de personnes, on pouvait mettre à profit une association et que ça bénéficiait à une association et pas que à l'image et la notoriété de la banque. On pense que ça fait partie des missions aussi auxquelles la banque se doit de participer à la vie collective, la vie associative à Monaco. Parmi les golfeurs d'anciens sportifs de haut niveau, tels que le rugbyman l'international français Benjamin Fall, l'ancien footballeur Olivier Véniaud, passé par l'ASM, le footballeur et entraîneur brésilien Chris, ou encore un entraîneur que l'on connaît bien ici, Claude Puel. On a la possibilité d'associer la défense d'une association monégasque et puis également de prendre du plaisir à travers le golf et puis quelques connaissances également. Donc c'est toujours sympa de joindre l'utile à l'agréable. Voilà. C'est au profit de belles associations et de fondations. Donc voilà, il y a tout qui est réuni pour faire plaisir aux uns et aux autres. Plusieurs lots ont été proposés lors de cette vente aux enchères. 2 maillots du joueur de l'équipe de France, le meilleur marqueur tricolore Olivier Giroud, un maillot avec lequel il a joué au Milan AC et un maillot de l'équipe de France lors du match France-Irlande. Sans oublier une paire de chaussures et un maillot de Raphaël Varane à l'occasion d'un match de championnat avec Manchester. 2 organismes ont pu profiter des fruits de cette vente aux enchères, l'association French Connection Football et le Monaco Collectif Humanitaire, qui est, vous le savez probablement, un regroupement d'associations monégasques créées à l'occasion des 50 ans du souverain. Le Monaco Collectif Humanitaire opère des enfants venant de pays en développement de malformations cardiaques. Le parrain n'est autre que Olivier Giroud. 3 jeunes enfants qui viennent d'être opérés étaient d'ailleurs présents à ce déjeuner. C'est très important parce que d'abord on fête 15 ans du Monaco Collectif Humanitaire. Donc nous avons 500 enfants, plus de 500 enfants qui ont été opérés. Et aujourd'hui, il y a une extension donc, des possibilités d'intervention dans 4 centres qui sont le Mali, Madagascar, Burkina Faso et Sénégal, ce qui montre l'intérêt et la passion que toutes les personnes réunies autour de ces associations et du Monaco Collectif Humanitaire ont mis autour de ce projet. 4 400 € ont été récoltés lors de la vente, plus 2 000 € donnés par l'organisateur, soit 6 400 € à se partager entre le Monaco Collectif Humanitaire et la French Connection Football. Intéressons-nous à présent à cet escape game sur l'égalité dans le monde du travail. Un rendez-vous qui avait pour but de sensibiliser au sexisme et aux discriminations dans le monde professionnel. Plus de détails dans ce reportage d'Émilie Flamin et Jean-Alexandre Dordet. C'est pas loin, vous êtes pas loin. Ils ont 1 heure pour finir leur mission. On est en train de chercher les indices dans le milieu personnel, dans une maison, qui pourraient nous prouver qu'il y a une égalité, peut-être en cas de harcèlement, je ne sais pas en fait, pour l'instant, on est en train de le chercher. Charge mentale, stéréotypes ou encore égalité salariale. Alors vous pouvez l'étudier, c'est intéressant, mais on cherche 2 bulletins de salaire dans la pièce. À mon avis, il va y avoir une inégalité. Ah, c'est là en dessous, d'accord. À travers 5 pièces et par équipe de 10, les participants doivent chercher et fouiller chaque détail pour décrypter le message qui se cache derrière. Il y a une salle dans un bureau où là on va parler plutôt de recrutement. Il y a une salle qui est l'afterwork qui peut parler justement d'ambiance détendue et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là. Vous avez le milieu familial. Et comme ici, le terrain de sport où ça peut amener des différences, des fois des propos déplacés. Une fois la salle explorée, vient le moment des questionnements et des constats. Alors on a un petit questionnaire, donc la première question, est-ce que quelqu'un juste peut le lire comme ça? La charge mentale, c'est quoi? L'effort mental de se souvenir de tout ce qu'on doit faire dans une journée, et Dieu seul sait qu'on en a beaucoup. La charge de devoir faire toutes les tâches ménagères, la responsabilité quotidienne de planifier, organiser la vie du foyer et réaliser des tâches. C'est très intéressant parce que ça relève donc des problèmes de société très importants, donc de l'égalité entre l'homme et la femme au travail, de l'égalité de l'homme et de la femme dans la vie personnelle, et donc ça nous amène à réfléchir, à soulever des problématiques telles que la charge mentale, le plafond de verre que nous connaissons bien, et de pouvoir échanger au travers de cela. En tout, ce sont 190 personnes qui vont participer à cet escape game sur 2 jours, un moyen ludique de lutter contre le sexisme du quotidien.
Et cette escape game était notamment organisée par Fight-Aids Monaco et la Croix-Rouge monégasque, 2 entités qui se sont mobilisées dernièrement pour venir en aide aux personnes vivant avec le VIH, pour faire face à la catastrophe dont a été victime le Maroc. Une aide d'urgence de 15 000 € a été reversée à l'association de lutte contre le sida au Maroc. Dans le reste de l'actualité en images, la 23e édition de la Semaine de la langue italienne dans le monde se déroule en ce moment même. À cette occasion, une table ronde a été organisée lundi soir à l'Auditorium Régnier 3. Elle portait sur la candidature de Rome pour l'exposition universelle 2030, une candidature axée sur le thème « Personnes et territoires ». Régénération, inclusion et innovation. Les célébrations du centenaire de la naissance d'Italo Calvino, considéré comme un auteur visionnaire de la pensée écologique, ont également été abordées lors de ce moment d'échange. Cette information à prendre en compte, le gouvernement princier et la préfecture des Alpes-Maritimes font savoir qu'un exercice de sécurité civile est programmé cette nuit. Il aura lieu dans le tunnel ferroviaire transfrontalier entre Cap-d'Aille et Monaco entre 22h30 et 4 heures. Cet exercice a pour but de tester le plan de secours en vigueur depuis 2013 en termes de coordination de l'ensemble des services impliqués dans l'organisation et d'évaluer leur capacité opérationnelle. Si vous observez des mouvements inhabituels tels que des regroupements de secours ou de forces de l'ordre autour de ce secteur, il vous est demandé de ne pas gêner le bon déroulement de cet exercice. Il est le père de la cuisine moderne. Auguste Escoffier est une véritable légende dans le monde de la gastronomie. Près de 90 ans après sa disparition, il inspire encore les plus grands chefs. La principauté aura joué un rôle prépondérant dans la carrière d'Auguste Escoffier. Cet aspect était au cœur d'une conférence donnée par l'Association nationale des membres de l'Ordre national du mérite et la section monégasque de l'Union pour la presse francophone. Le rendez-vous avait notamment pour intervenant l'arrière-petit-fils d'Auguste Escoffier. Il nous fait le plaisir d'être avec nous ce soir. Bonsoir Michel Escoffier. Bonsoir Émilie. On peut le dire, la vie d'Auguste Escoffier est étroitement liée à Monaco puisque c'est ici qu'il fera des rencontres déterminantes pour la suite de sa carrière. Absolument. En fait, après des débuts très jeunes à Nice chez son oncle au restaurant français, après quoi il retourne sur Paris où il prend à ce moment-là la direction du restaurant Le Petit Moulin Rouge. Et puis, à un moment donné, César Ritz le contacte parce que César Ritz, qui était le directeur du Grand Hôtel à Monaco, perdait son chef de cuisine qui partait à la concurrence, c'est-à-dire le voisin, l'Hôtel de Paris. Et en partant, le chef lui dit, vous savez, si vous pouvez, j'ai travaillé à Paris avec un jeune chef, Auguste Escoffier, si vous pouviez l'avoir, vous ne perdrez pas au change. Et je pense que ça a été une grande inspiration parce que la rencontre de ces deux hommes a été l'événement le plus heureux de leur vie, à la fois professionnelle et personnelle, puisqu'ils se sont tout de suite compris et ensuite dans la profession parfaitement complété entre l'hôtellerie et puis les cuisines et le restaurant. Et cette rencontre a eu lieu en 1884 à Monaco. On lui doit de nombreux plats, mais la transmission était primordiale aussi à ses yeux. Il a formé de nombreux chefs. Oui, alors il est dans ses souvenirs inédits, d'ailleurs, il rappelle avec fierté qu'il a lui-même formé plus de 2000 chefs qui, à leur tour, sont allés de par le monde faire la promotion de la cuisine française et des produits français. Il était très à cheval également sur le fait que la France avait cette chance d'être le pays qui avait les meilleurs produits de la terre, les poissons de la Méditerranée et de l'Atlantique. Et donc, déjà, ça a aidé au fait que les Français avaient cette suprématie qui leur était reconnue mondialement et qui l'est d'ailleurs encore aujourd'hui en matière de raffinement dans la cuisine, et donc cette fameuse gastronomie. Ça vous étonne encore que son nom reste mondialement connu, votre nom, le même que vous partagez ? Je voyageais dans des pays lointains comme la Thaïlande, le Mexique, l'Afrique du Sud, l'Australie, et en descendant dans les hôtels de cette catégorie 5 étoiles, vous avez souvent un mot du directeur qui vous souhaite la bienvenue, vous avez une petite corbeille de fruits, une bouteille de vin, et en plus il y avait dans la bienvenue un petit mot demandant si j'étais
de la famille du chef Auguste Escoffier. Et quand j'appelais le secrétariat pour leur demander de dire à leur patron que j'étais bien l'arrière-petit-fils mais que j'étais pas cuisinier, je recevais un deuxième appel en me demandant si j'étais disponible pour un verre de champagne au bar avec le directeur qui voulait me rencontrer. Naturellement, je descendais tout de suite et le chef arrive et quand il entend que je suis l'arrière-petit-fils d'Auguste Escoffier, il me prend presque dans ses bras, il est ému et pour lui c'est le fait de voir quelqu'un, un descendant d'Escoffier physiquement vivant devant lui, c'était déjà extraordinaire. Et voilà comment je me suis rapproché de la fondation dont je suis, comme je l'ai dit, aujourd'hui le président, qui gère le musée de l'art culinaire dans la maison natale de mon arrière-grand-père, dans le village de Villeneuve-Loubet. C'était un chef aussi qui avait le cœur sur la main, l'un des premiers à organiser des dîners caritatifs. Exactement, bien que servant les riches et les puissants, il a toujours été très soucieux de la misère dans le monde et de comment l'éradiquer. Donc il ne se contente pas de dire qu'il faudrait ceci ou cela, il donne des solutions. Et en particulier, donc dans cet opuscule en 1910, il explique que finalement on devrait mettre en place un système qui aujourd'hui c'est la sécurité sociale, qui n'existait pas à l'époque. Et il ajoute, je rappelle, 1910, donc 4 ans avant la Première Guerre mondiale, il rajoute qu'il faudrait d'ailleurs, pour financer le tout, que les nations d'Europe s'unissent, ce qu'elles feront fatalement un jour, car si nous ne le faisons pas, nous finirons par avoir la plus abominable et absurde des guerres. Et 4 ans plus tard, la guerre éclatait, et son deuxième fils, malheureusement, était tué dans les premières semaines de la guerre. C'est important pour vous de perpétuer, d'entretenir le souvenir et l'œuvre d'Auguste Escoffier? Oui, naturellement, c'est important. Cette association Disciples Escoffier International est maintenant représentée dans 35 pays dans le monde entier, 45 délégations, parce qu'il y en a plusieurs en France, et représente un peu plus de 10 000 membres dans le monde, sur les 5 continents. Ça se fait pas quand même par hasard, ça montre bien que Auguste a été, peut-être ce que je dis souvent à des élèves, il a été à la charnière, c'est lui qui a fait passer la cuisine du Moyen-Âge au temps moderne. Eh bien, merci infiniment, Michel Escoffier, d'avoir été notre invité ce soir sur Monaco Info pour nous parler de votre arrière-grand-père, Auguste Escoffier. Merci. Merci. Un coup d'œil sur vos prévisions météo avant de refermer ce journal. Quel temps fera-t-il mercredi, Frédéric Hélion? Le temps va encore se dégrader, Émilie. La pluie fera son apparition avec des averses prévues toute la matinée. L'après-midi, la pluie tombera de façon un peu moins intense. Les températures seront comprises entre 15 et 19 degrés. Mercredi 18 octobre, vous pourrez souhaiter une bonne fête à tous les Lucs. Merci Frédéric et merci à vous de nous avoir suivis. On se quitte en mettant à l'honneur la fête de la science alors que de nombreux événements traitent de ce domaine cette semaine en principauté. Nous y reviendrons d'ailleurs demain dans notre JT. Passez une excellente soirée sur Monaco Info.